Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là parmi vous en cette fin d'ADF pour parler des sensibilités post-opératoires. Bien évidemment, je tenais à remercier Nicolas qui, depuis de nombreuses années, me fait confiance, tout simplement pour parler des sujets qui nous tiennent à cœur, les composites, mais aussi sous un angle, certes, qui n'est pas nouveau, mais qui, à nous tous, nous pose des problèmes parfois au quotidien, parfois des problèmes dont on a du mal à comprendre les origines. Et de toutes les manières, si on est tous rassemblés en cette fin d'ADF aujourd'hui pour parler des sensibilités post-opératoires, c'est tout simplement parce que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Et de cette conférence, je ne vais pas vous donner de produits miracles. Ne me demandez pas quel est le meilleur composite, quel est le meilleur adhésif. C'est pas possible. Attendez de cette conférence une méthode clinique qui va nous permettre d'avoir des résultats fiables et reproductibles. Ça va être le credo de la conférence d'aujourd'hui. Les produits que vous utilisez au quotidien vont pouvoir s'insérer dans la méthode que l'on va édicter aujourd'hui. Alors c'est une séance, comme vous l'a dit Nicolas, interactive, où il y aura des QCM qu'on va vous proposer, vous pourrez répondre, et puis on pourra en débattre. Juste, est-ce qu'on peut diminuer un tout petit peu les lumières qui... C'est pas moi, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer là. Parce que sinon, je les... Voilà, super, ça va mieux, merci. Les sensibilités post-opératoires, on en parle depuis quand? On en parle depuis quand? Parce qu'il faut remettre un petit peu le débat, et pour ça, il faut qu'on remonte un petit peu en arrière. Depuis les années 50, l'apparition de la dentisterie adhésive, c'est-à-dire le mordançage sur l'émail, on a commencé à entrevoir qu'on pouvait coller sur des dents, c'est-à-dire Buenocor dans les années 50, qu'on pouvait coller sur des dents, particulièrement sur l'émail. Sur l'émail, pas sur la dentine. Sur la dentine, tous les adhésifs, pour le moment, ne maîtrisaient pas le collage à la dentine du fait de son humidité. Donc, dans ces années-là, les sensibilités post-op, on en avait, c'était inéluctable, on ne collait pas à la dentine. Et on avait encore des cavités très mécaniques, très mécanistes pour retenir les incrustations. Il n'y avait pas de sensibilité avec de l'amalgame, et on vous posera la question, pourquoi pas de sensibilité avec l'amalgame? Pourquoi des sensibilités avec nos résines composites? Aujourd'hui, dans le triptyque de notre dentisterie adhésive, on peut avoir trois problèmes. Problème esthétique, on n'en parlera pas aujourd'hui. Problème mécanique de casse ou de point de contact, on n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre sur les problèmes biologiques. Et il faut apporter une réponse, une méthode pour éviter ces problèmes biologiques ou pour les résoudre. Alors la première des questions qu'on se pose, si vous êtes là aujourd'hui, c'est est-ce que, et je vais m'inclure à l'intérieur même si je ne vote pas, est-ce que vos patients ont-ils des sensibilités post-op sous vos restaurations? À partir de ce moment-là, vous allez donc, comme vous l'a indiqué Nicolas, pouvoir répondre et on va voir un petit peu le panel des réponses et en discuter juste après. Tu me feras signe, Nicolas, quand... Oui, là on va attendre que les participants votent. Je vois qu'ils sont en train de voter. Voilà, il y a encore des gens qui votent. On va attendre les derniers retardataires. Voilà. Et je ferme les votes. Voilà les résultats. Donc, effectivement, je crois que tu vas pouvoir apporter des réponses, tu vois, parce qu'il y a quand même 87% de personnes qui sont dans cette salle qui ont de temps en temps des sensibilités sur leur restauration. Donc, il faut espérer qu'à la fin de cette séance, les 87 personnes qui ont de temps en temps des sensibilités, eh bien, arrivent à trouver des solutions. Voilà ton challenge. Bon, mais c'est personnellement, je me situe de temps en temps aussi. Hein. J'aurais pas la prétention, vous allez comprendre pourquoi, vous dire aujourd'hui, je n'ai zéro sensibilité post-op dans mon quotidien. Ce n'est pas possible. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir les gérer et on va voir que l'organe dentaire, le complexe pulpodentinaire, nous offre des capacités de cicatrisation assez étonnantes. En revanche, je m'étonne sur le jamais, les 3%, là-haut. Puis, bon, par contre, je vois qu'il y a quand même 10% de la salle qui ont souvent des sensibilités. Donc notre objectif, c'est bien ces personnes d'essayer de faire en sorte qu'ils en aient peut-être de temps en temps, parce que comme tu l'as dit, on en a tous de temps en temps, mais que ça soit en tout cas le moins souvent possible. Bon. Alors, dans notre cheminement,
Revenons un tout petit peu en arrière. Je vous ai dit que l'apparition de la dentisterie adhésive, c'était les années 50. Il a fallu, et il faut voir un petit peu les mécanismes qui régissent ces sensibilités post-op. Et c'est Brandström, dans les années 70, qui a été le premier à théoriser un petit peu ces sensibilités post-op. Elles viennent d'où? Elles viennent tout simplement du fluide dentinaire dans les canalicules qui, lors de mouvements un petit peu excessifs, va appuyer un petit peu sur l'odontoblaste qui va agir comme un mécanorécepteur et qui va engendrer à ce moment-là un mécanisme de douleur. Globalement, c'est des phénomènes de pression. Tous ces phénomènes de pression sur les canalicules, donc sur la dentine, peuvent entraîner des phénomènes douloureux. Donc là, vous avez une restauration qui, en appuyant sur des canalicules et faisant bouger ce fluide dentinaire, entraînera ce mécanisme, mais vous pouvez très bien l'avoir au froid, vous pouvez très bien l'avoir en passant une petite sonde au niveau des collets des dents. Toutes ces choses-là peuvent entraîner, entre autres, des phénomènes douloureux. Alors, il existe d'autres théories. Il existe d'autres théories, comme le prolongement odontoblastique qu'on pourrait couper. Il existe d'autres théories aussi sur l'inflammation due aux endotoxines des bactéries. Gardons en tête ce schéma. C'est globalement un odontoblaste, un mécanorécepteur, et c'est par lui que la douleur va se faire. Alors, la première des choses, c'est évaluer et faire un bon diagnostic pulpo-dentinaire. Vous l'avez compris avec le schéma précédent, je ne parlerai pas de pulpe, je ne parlerai pas de dentine, mais je parlerai uniquement de complexe pulpo-dentinaire. Vous touchez la dentine, vous touchez la pulpe, et vice-versa. Ça va ensemble. C'est une donnée, c'est une unité. Et dans ce diagnostic pulpo-dentinaire initial, il faut l'évaluer. Comment voulez-vous évaluer avec certitude l'état inflammatoire, on va dire, du complexe pulpo-dentinaire, sachant qu'il faut, à l'intérieur d'un tout petit organe comme ça, évaluer son débit sanguin, son degré d'inflammation, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, et il faut se référer à ce schéma que j'aime beaucoup, qui nous dit quoi? C'est que toutes les dents, dès leur départ, ont un potentiel de cicatrisation. Et ce potentiel de cicatrisation, au fil du temps, au fur et à mesure des agressions subies par la dent, va diminuer. Ces agressions, ça peut être mécanique, du parafonction, du bruxisme, ça peut être chimique, ça peut être bactériologique, ça peut être iatrogène, et notre potentiel de départ de la dent va diminuer. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que certes, il diminue à chaque agression, mais retenez bien ceci, on a une capacité de cicatrisation. C'est-à-dire que parfois, il va falloir activer les potentialités de la pulpe de cicatriser. Notre vrai problème aujourd'hui, c'est où se situe la pulpite irréversible ou la nécrose. Si vous construisez un composite juste sur ce point-là, vous avez un échec. Diagnostiquer l'état pulpaire avec certitude, c'est extrêmement difficile. Ça demande quelques années de recul, ça demande un certain sens clinique, et pour détecter une pulpite réversible, d'une pulpite irréversible ou d'une nécrose. Je vous conseille d'ailleurs réellement cet article de Palladino et de l'équipe de Strasbourg dans le médecine bucco-dentaire conservatrice restaurative dans 2014. Il est magnifique cet article. Vous avez tout ce que je vais vous dire sur les prochaines diapos, ce sera issu de cet article en partie. Alors ces différents facteurs qui permettent d'estimer l'état pulpaire, la première des choses effectivement, donc vous avez votre sensibilité clinique, mais il faut faire des rétrocoronaires. Je ne parle pas de rétroalvéolaires, je parle de bite-wing. Ces bite-wing qui vont nous permettre d'apprécier les restaurations, les distances avec la pulpe, les caries, toutes ces choses-là sans déformation, et mesurer tout simplement le volume pulpaire, sa rétractation ou non. Quand on a ici une corne pulpaire sur ce cas qu'on verra un petit peu plus loin, qui est là, qui est un petit peu qu'on ne voit plus, une reprise de carie sous une restauration, on peut estimer que là, même en cas de sensibilité, pourquoi pas tenter de sauver la vitalité pulpaire. Donc, première donnée, rétraction pulpaire ou non, qui est généralement donnée par une radio, ou quand vous voyez une dent où il y a une parafonction ou l'âge du patient, vous pouvez estimer qu'il peut y avoir une rétraction pulpaire. Estimer la carie. Estimer la carie, encore une fois, ça relève d'un certain sens clinique, d'une certaine expérience, mais au fil du temps, on y arrive. Les caries sous des anciennes restaurations, en composite, sont des caries généralement extrêmement dangereuses. On le voit, il n'y a rien qui va stopper l'avancée bactérienne, c'est un milieu humide,
à ce moment-là, on est sur des types de caries où on peut s'attendre à ce que la dent soit dans une inflammation réversible, mais plutôt irréversible, ou à ce que notre geste clinique déclenche une pulpite irréversible. Donc là, attention, sous les composites, on trouve souvent des problèmes ou des problèmes à venir. Par opposition aux amalgames. Les amalgames avec les produits de corrosion, généralement, on a des caries qui sont beaucoup plus lentes. On a parfois de la dentine réactionnelle assez dure qui vont nous permettre de reconstruire dessus. Donc une situation de caries lente sous des restaurations à amalgame, c'est plus favorable. Peut-être la donnée la plus importante, l'épaisseur de dentine résiduelle. L'épaisseur de dentine résiduelle, c'est la distance qui va séparer ici le fond de nos restaurations des cornes pulpaires. Et aujourd'hui, on l'estime entre 2 et 0,5. Entre 2 et 0,5, vous êtes dans une zone, on va dire, où chaque acte peut entraîner potentiellement des problèmes sur les odontoblastes ou sur la pulpe. Au-dessus de 2 mm, globalement, vous pouvez vous permettre quelques erreurs dans toutes les techniques adhésives. Il ne devrait pas y avoir d'incidence. Entre 2 et 0,5, attention. Ça va de l'utilisation du gel de mordançage, ça va de l'utilisation du fraisage sous spray à des fraises neuves. Et au plus vous vous approchez des 0,5, au plus vous vous approchez de la zone critique. Attention, on a 0,5. À partir de 0,5 mm de distance par rapport à la pulpe, vous allez avoir 23% des odontoblastes qui sont détruits. C'est-à-dire que les capacités de cicatrisation pulpaire, à ce moment-là, sont amoindries. Bien évidemment, vous avez l'âge du patient. L'âge du patient, les différents âges de la pulpe, on le sait. Au départ, on a ici une pulpe jeune, c'est-à-dire qui est riche en odontoblastes, très bien vascularisée, qui va pouvoir cicatriser aisément. À l'inverse, le problème d'une pulpe jeune, c'est qu'on a des canalicules qui sont larges, ouverts, nombreux. Ça veut dire que chaque acte que vous allez faire peut entraîner une dissémination bactérienne dans ces canalicules ou entraîner des phénomènes inflammatoires directement sur les odontoblastes. Donc un patient jeune, oui, il va pouvoir cicatriser. Attention, les sensibilités post-op peuvent être plus fréquentes. Au fil du temps, on a une pulpe qui se calcifie, qui entraîne une fibrose, apposition de dentine secondaire, parfois de dentine réactionnelle face à des restaurations. Là, effectivement, on est dans un terrain plus safe, où on va pouvoir reconstruire avec peut-être moins de sensibilité post-op. En revanche, les capacités de cicatrisation sur des pulpes âgées est amoindrie. La perte tissulaire, oui, la perte tissulaire, c'est une évidence. Là, c'est plutôt ce qui va nous faire passer du direct à l'indirect. Mais pourquoi on parle de perte tissulaire? Parce que ce sont les sensibilités post-op. Je vous ai parlé des capacités pulpaires. Mais dans ce cas de figure, il va falloir aussi penser dans le diagnostic différentiel de sensibilité post-op aux fêlures. Si on s'amuse à construire avec des parois extrêmement fines, inférieures à 1,5 mm, voire 2 mm, on risque d'engendrer des fêlures et des sensibilités post-op. Donc aujourd'hui, avec une maîtrise complète de nos procédures d'adhésion, il ne faut pas hésiter tout simplement là, à abattre ces pans dentaires pour les remplacer par nos restaurations. Et enfin, la symptomatologie. La symptomatologie, ça c'est extrêmement difficile. Quand je parle de symptomatologie, je parle de symptomatologie du patient. C'est le patient qui arrive, qui va vous dire douleur provoquée ou non, douleur spontanée ou non. Il faut prendre en compte ce type de diagnostic. Mais en revanche, nous aussi, alors ça, c'est passé, je suis désolé, il y a un problème là. Ce type de diagnostic, ça se fait sur l'anamnèse, le recueil des données du patient, mais aussi sur des tests au froid, tests au chaud, éventuellement le test électrique ou le pulp testeur. Sachez que ces données-là, elles ne sont pas franchement fiables. Alors oui, un pulp testeur qui annonce négatif, test au froid complètement négatif, on sait que la pulpe, globalement, on va aller sur une nécrose. En revanche, des douleurs exacerbées au froid, on ne sait pas véritablement dans quel état la pulpe se trouve. Donc, c'est pas très spécifique ce type. Et il va falloir se fier un petit peu à votre sens clinique. Donc je me résume. Difficile d'évaluer l'état pulpaire, en des cas son état inflammatoire. Oui, on fait une anamnèse, on a un recueil d'éléments. Ensuite, vous allez être responsable derrière du traitement. Et sur ce traitement, on a différentes possibilités. Et lors d'une dent symptomatique, c'est-à-dire que lors de votre recueil des données,
Pour moi, symptomatique, ici, ça ne veut pas dire une douleur qui est spontanée, hein. C'est une douleur provoquée qui cesse après arrêt du stimulus. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle de la dentisterie adhésive, est-ce qu'on peut faire une période de temporisation avant de réaliser une restauration définitive? Je vous laisse voter. Alors, ils sont en train de voter, on attend encore un tout petit peu. Pour ceux qui nous sont rejoints, n'hésitez pas à aller sur le site via Google, donc questions directes, pour pouvoir participer donc à cette séance interactive, pour pouvoir vous aussi répondre aux questions. Voilà, je vais arrêter les votes. Donc a priori, pour une grande majorité des personnes de la salle, on peut faire une période de temporisation avant de réaliser une restauration définitive. Ça me convient, j'ai 6 personnes à convaincre de faire une temporisation. Alors il faut quand même les convaincre. L'objectif, c'est que tout le monde soit convaincu à la fin de cette séance. Ça va. En fait, on est dans le même bateau, on a notre patient qui s'installe, qui nous décrit certaines douleurs, on a un certain diagnostic pulpaire qui est difficile à faire et qui peut parfois engendrer, effectivement, on en a des doutes. Et d'avoir des doutes sur le diagnostic pulpaire, il faut savoir une chose, c'est qu'il va falloir activer des mécanismes de réparation. On a des mécanismes de cicatrisation pulpaire. Et pour ça, ces périodes de temporisation, c'est la période idéale pour activer ces mécanismes. Et ça s'inscrit dans un schéma global où, on vient d'en parler, vous avez le diagnostic pulpodentinaire. Si vous êtes sûr de vous êtes sûr, tout va bien, RAS, passez directement sur une restauration adhésive. Peu importe qu'elle soit directe, indirecte, on en parlera tout à l'heure, aucun problème. En cas de doute, n'hésitez pas à passer sur une période de temporisation, communément de 3 mois, jusqu'à 3 mois, on va dire. Derrière, si la temporisation, on a un silence clinique, c'est-à-dire qu'on avait quelques douleurs ou on avait quelques doutes sur la pulpe, si tout est levé, à ce moment-là, on peut passer sur une restauration directe ou indirecte adhésive. En revanche, si au bout de 3 mois, votre patient souffre toujours des mêmes sensibilités, il faudra envisager un traitement endodontique. Mais à ce stade-là, quand vous avez bien expliqué au patient ce qui lui arrive, quand on lui propose un traitement endodontique, vous restez bon copain, il n'y a pas de souci. C'est plus difficile ici, quand vous avez fait une restauration adhésive, de lui annoncer derrière, de passer un traitement endo tout de suite. Parfois, c'est plus délicat. En revanche, effectivement, la restauration adhésive, en cas d'échec, vous pouvez éventuellement repasser sur une temporisation. C'est-à-dire que vous étiez sûr de votre diagnostic, vous avez fait une restauration adhésive, vous avez des sensibilités post-opératoires, n'hésitez pas, vous pouvez démonter votre restauration, mettre en temporisation, disparition des signes cliniques, vous repassez en restauration définitive. C'est pas grave, c'est pas grave. Et évidemment, si vous avez des signes d'inflammation irréversible ou de nécrose, à ce moment-là, vous passez sur un traitement endo. Globalement, voilà le schéma qui va nous servir un petit peu de fil rouge le long de cette communication. Alors la temporisation, très bien, mais avec quel matériau? Avec quel matériau? Reprenons cet exemple que je vous ai montré tout à l'heure à l'aide de cette Bitewing, voilà ici la 47. Alors là, on a un petit peu tout. On a un composite, on a une carie, un autre composite placé en linguale, des douleurs provoquées, mais attention au diagnostic différentiel. Attention au diagnostic différentiel, ça peut être un syndrome du septum par tassement alimentaire ici, ou ici. On on visualise une reprise de carie sous le composite. Dans ces cas-là, pas de risque. Le patient s'installe, vous faites une anesthésie, vous lui dites on va déposer le composite et voir ce qu'il y a en dessous. Et voilà ce qu'on trouve. Alors là, attention, on sait qu'on est dans une zone de danger. Pensez à cette fameuse distance qu'on a de dentine résiduelle. Là, la distance de dentine résiduelle ici et là, on est très très près des cornes pulpaires. On a une dentine un petit peu brune. L'idéal, c'est d'enlever le maximum de tissu infecté, maximum de tissu carieux, et à partir de ce moment-là, de passer sur une période de temporisation avec un matériau qui aura des propriétés dentinogéniques. Et là, c'est idéal, c'est le cas idéal pour poser un eugénate. Alors ici, vous avez l'IRM, vous avez le calcogène, peu importe, parce qu'encore ce matériau a des propriétés intéressantes. D'abord, son pH 7, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais il a des propriétés dentinogéniques, c'est-à-dire qu'au bout de 2 à 3 mois, on a l'apparition
d'une dentine réactionnelle qui va fermer nos tubuli et qui va faire reculer légèrement la distance avec la pulpe. Des effets anti-inflammatoires avec le génol, anesthésiques et bien évidemment bactéricides. Ce type de pansement, globalement, c'est 3 mois. Mécaniquement, il a du mal à résister au-delà. Et si la symptomatologie n'évolue pas sur 3 mois, on peut réellement penser que la pulpe, on est dans une pulpite globalement irréversible. C'est-à-dire que là, on ne peut pas lui en demander de plus, ça ne cicatrisera pas. Donc ça, c'est extrêmement rapide. Entre le moment où vous recevez votre patient, vous faites votre diagnostic, vous faites l'éviction des tissus carieux de la restauration, vous posez un IRM, et ça va poser un IRM comme ça va très très vite. Vous voyez, on ne s'embête pas, on enlève et on lui dit, voilà, je vous revois dans 3 mois, notez l'évolution de la symptomatologie. Si ça diminue progressivement, c'est gagné. Si au bout de 3 mois c'est la même chose, on est plutôt pessimiste. En revanche, prévenez le patient. Si ça augmente, à ce moment-là, c'est pas grave, on fait le traitement en dos et on passe sur la restauration définitive. Deuxième possibilité, vous pouvez aussi mettre des ciments verionomères, aujourd'hui modifiés par adjonction de résine ou à haute viscosité, peu importe, mais attention, si vous avez vu que sur l'IRM, j'ai laissé un fond carieux, lors de la dépose de l'IRM, la pulpe s'étant légèrement rétractée, je vais finir complètement mon éviction carieuse. Je ne laisse pas d'IRM sous le composite. C'est interdit. Sur les CVI, attention, ce matériau peut rester en fond de cavité. Il va falloir à ce moment-là enlever tous les tissus carieux avec un risque d'effraction. Et comme il est destiné généralement à rester, il doit être posé, comme toute technique adhésive, sous champ opératoire. Le ciment verionomère, il y a une adhésion spontanée, ça on le sait. Tolérance à l'hybridation précoce, très bien. Il est assez étanche au niveau cervical. Grâce à la libération de fluor, il est cariostatique et il a une faible contraction. Il ne résiste pas ou très mal à l'occlusion. Donc il sera plutôt comme un substitut dentinaire. Donc vous avez compris, 2 matériaux de choix. L'IRM, le CVI, ma préférence irait plutôt vers les eugénates. Alors Gauthier, justement, ta préférence vers les eugénates, on sait qu'un eugénate contient de l'eugénol et que potentiellement cet eugénol peut nous poser des problèmes pour réaliser le collage. Alors, est-ce que ça va avoir une influence de mettre ce matériau de temporisation qui contient de l'eugénol, même si on fait un collage à distance? Non, l'eugénol, oui. On ne peut pas coller, c'est-à-dire que l'eugénol, c'est bien connu, ça inhibe la prise des composites. Donc à ce moment-là, on doit enlever complètement notre IRM ou notre pansement à l'eugénate et un sablage avec l'aide d'une microsableuse qu'on verra tout à l'heure et un mordançage à l'acide orthophosphorique élimine complètement toute trace d'eugénol. Donc pas de problème. On peut aujourd'hui mettre des eugénates à condition de les enlever complètement. On n'en laisse pas en dessous. On a vu également que sur les cas cliniques que tu présentes, tu effectues toujours le curetage de la lésion carieuse sous champ opératoire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui permet éventuellement d'éviter d'avoir une contamination supplémentaire et à tes yeux qui peut là aussi contribuer à réduire les sensibilités post-opératoires? Oui, si on peut, je place le champ opératoire. Quand c'est de la restauratrice et sur un secteur, ça va vite quand on a l'habitude, ça va très très vite. Il faut déposer les amalgames sur le champ opératoire. Ça évite une contamination bactérienne des tubuli qui peut être ouverts. Toutes ces choses-là, si vous pouvez placer le champ opératoire, bien évidemment. Maintenant, sur des patients jeunes, c'est une évidence. Sur des patients beaucoup plus âgés, parfois, c'est moins évident. Ça impacte peut-être un petit peu moins, mais le champ opératoire reste de mise. Alors, tu as mis deux produits en avant, un verionomère, un eugénate, et là, les questions, elles arrivent. Tout le monde, aujourd'hui, parle d'un matériau dont tu vois où je veux arriver. Oui, bien sûr. C'est cette fameuse biodentine. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette biodentine? Est-ce qu'à tes yeux, ce matériau a un intérêt en termes de temporisation à ce niveau-là? Il a un énorme intérêt. Il a un énorme intérêt, c'est que c'est un matériau biocompatible, donc qui est... On n'est pas peu fiers, il est né à Marseille ce matériau, à la fac de Marseille qu'on a testé. Non, il a un énorme intérêt que je réserverai plus sur des coiffages directs, c'est-à-dire que sur les évictions carieuses où vous allez effectivement toucher une corne pulpaire ou plus encore, à ce moment-là, c'est le matériau de choix. C'est le matériau de choix en coiffage direct. En coiffage, on va dire indirect, comme je vous ai montré avec l'IRM, vous pouvez le mettre, c'est pas interdit. Attention, il a quand même une prise, quand tout marche bien, de 10 minutes.
Donc il faut se méfier, mais si vous voulez utiliser à chaque fois un biodentine, aucun problème, c'est le matériau de choix. Si vraiment vous voulez en faire une utilisation plus raisonnée, allez, on est entre nous, hein, ça peut marcher en cas d'échec avec l'IRM, de déposer l'IRM, et si vraiment vous pensez que vous ne comprenez pas pourquoi, un biodentine parfois peut apporter des solutions en cas d'échec à l'IRM. Je ne dis pas de le faire systématiquement, il n'y a pas de données sur la littérature là-dessus, mais pourquoi pas. En gros, vous devez retenir ceci, c'est effraction pulpaire, absence de pulpite irréversible, c'est-à-dire vous avez une hémostase pulpaire, mettez du biodentine, sinon restez sur l'IRM. De vous à moi, en plus, ça risque de vous coûter cher en pansement temporaire. Si justement, alors on le verra peut-être dans la suite de l'exposé, on a bien compris que si la temporisation se fait avec un eugénate, on va tout éliminer. Lorsque tu vas temporiser avec un vernomère ou de la biodentine, est-ce qu'au bout des 3 mois de temporisation, tu vas tout déposer ou tu vas garder une partie de cette restauration? Non, alors effectivement, l'IRM, on élimine tout, on fait un curetage soigneux de nouveau de la dentine, parce qu'on aura pu laisser un petit peu de, on va dire, de tissu carieux, on va dire, infecté, affecté. J'ai jamais trop aimé ces mots, parce que pour des cliniciens qu'on est, c'est difficile de faire la différence. Le CVI, il faut tout enlever. Il y a une certaine mode aujourd'hui de laisser un peu de tissu carieux. Je ne sais pas si tu as lu ça, Nicolas, parfois de laisser. Je ne suis pas trop de cette école de laisser trop de caries sous mes CVI. C'est pas bon. Après, ça ouvre certaines choses. Bon, le CVI, on peut le laisser. Le biodentine, vous pouvez le laisser et construire dessus et faire un protocole de collage standard. Le mieux, c'est de le laisser le biodentine pour en avoir vraiment l'expérience depuis 10 ans en sandwich fermé. Le CVI, vous pouvez le laisser en sandwich ouvert à condition qu'il ait été construit avec un matrissage correct. J'ai répondu aux questions? Ça va? Parfait. Procédure adhésive. Bon, vous voyez le schéma. Le diagnostic, on est plus ou moins certain. On n'était pas certain. On a activé des mécanismes de réparation pulpaire. On a des mécanismes de réparation. Ils ont été efficaces. À ce moment-là, on peut reconstruire. Donc, globalement, comme me le disait si bien mon maître Jean-Louis Brouillet, s'il y a un souci, s'il y a des sensibilités post-op, c'est pas parce que l'adhésion marche pas, c'est soit on a une erreur dans le diagnostic pulpodentinaire initial, soit, il faut être humble, on a une erreur dans les procédures adhésives. C'est tout. Ne cherchez pas l'origine des sensibilités post-op ailleurs. Et cette erreur dans les procédures adhésives, il faut avoir un schéma, il faut avoir une méthode reproductible pour éviter, pour les réduire à la portion congrue. Alors, troisième question. Bon, et voilà, on a tout enlevé, tout est propre. Est-ce qu'on va mettre la mise en place d'un fond de cavité, exemple hydroxyde de calcium, je pense à du dical, par exemple, sous une restauration adhésive, permet de diminuer les sensibilités post-op. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enlevé l'IRM ou je fais directement, je mets un petit peu de dical ou d'hydroxyde de calcium sur les cornes pulpaires que je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite je mets en place l'adhésif. Oui ou non, c'est la question. Alors, c'est en train de voter. Voilà, on va arrêter le vote. Alors, pour 57% des personnes qui sont dans la salle, pensent que la mise en place d'un fond de cavité de type hydroxyde de calcium, par exemple, ou autre, sous une restauration adhésive, permet de diminuer les sensibilités post-opératoires. Mais tu vois que c'est quand même mitigé, Gauthier, puisque pratiquement la moitié, un petit peu moins, pense que ça n'apporterait rien. Alors il faut que tu tranches. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose ou pas? Il faut trancher, c'est bien. Oui, aujourd'hui, si vous avez suivi le cheminement, on n'a plus besoin de fond de cavité. Les fonds de cavité, c'est terminé. Et si on va plus loin, votre hydroxyde de calcium n'a plus lieu d'être dans votre tiroir, si ce n'est pour traiter des nécroses pulpaires. Plus besoin de dical. Aujourd'hui, tac. Il va falloir... Là. Tu t'en sors. Aujourd'hui, non. Voilà. Aujourd'hui, les fonds de cavité, c'est terminé. On va dire votre complexe pulpodentinaire est complètement assaini. Votre cicatrisation pulpaire a été effectuée lors éventuellement de la temporisation. On procède immédiatement à une procédure d'adhésion pour que ce soit étanche. Gardez ce mot en tête, il faut que ce soit étanche maintenant. Il faut que nos canalicules, nos tubuli qui étaient ouverts, soient immédiatement fermés. Voilà.
Et cette étanchéité, et j'aime beaucoup cette phrase de Michel Degrange qui disait, ça va nous permettre la protection du complexe pulpo-dentinaire par la réparation et ou le maintien de la santé pulpaire. Si c'est étanche, vous avez des petites pulpites réversibles qui vont cicatriser. Et ça va nous permettre d'avoir tout simplement une interface étanche, d'éviter les agressions physiques, chimiques et bactériennes. Alors à ce moment-là, quel type d'adhésif doit-on utiliser ? Donc, tout simplement, on va encore une fois se fier à des classifications, soit en mordance avant la mise en place de l'adhésif. À ce moment-là, vous en avez de deux types. Vous avez en 3 étapes, 4e génération, les MR3, mordançage et rinçage préalable en 3 étapes. C'est les premiers nés dans les années 90. C'est dans les années 90 qu'on a pu coller à la dentine. Avant, on ne savait pas. Voilà les adhésifs les plus anciens. Derrière, vous avez une simplification des MR3 en 2 étapes, c'est les 5e génération ou MR2. Sinon, vous ne mordancez pas, et vous en avez de 2 types, les systèmes auto-mordançants en 2 étapes, et derrière, les SAM1. Globalement, je vais dire globalement, tout le monde doit avoir son adhésif qui rentre un petit peu dans ces cases-là, à quelques exceptions près qu'on va voir juste après. Alors, vous utilisez un MR3, vous utilisez un MR2, il y a des précautions à prendre. Je reviens toujours dans les erreurs dans notre méthode. Il faut essayer de les éviter. Alors pour ça, on les a checkés. Le mordanchage, c'est extrêmement important. On mordance 30 secondes l'émail, 15 secondes la dentine. Après, on pourra discuter à la seconde près si vous voulez, mais globalement, c'est ça. Vous mordancez l'émail 15 secondes. Vous attendez 15 secondes. Vous versez le gel de mordançage sur la dentine pendant 15 secondes. Ça fait 30 secondes l'émail, 15 secondes la dentine. Derrière, il faut rincer soigneusement. Si vous laissez de l'acide orthophosphorique au fond de votre cavité ou dans les contre-dépouilles, ça va inhiber la prise de notre composite ou de l'adhésif. Bien évidemment, sur ces adhésifs MR3, MR2, il va falloir gérer l'humidité de la dentine, c'est-à-dire que cette dentine, elle doit rester humide pour permettre une bonne couche hybride, c'est-à-dire laisser le treillis collagénique en exergue. Vous pouvez réhydrater avec une boulette de coton, ainsi de suite, peu importe, il faut que globalement, et c'est assez subjectif, qu'elle reste humide. Application de l'adhésif, frottez. Mettez-le en gros, gardez-le en tête, il faut frotter. Alors oui, vous avez peut-être des pinceaux, mais utilisez des microbroches de gros diamètre et frottez fort. Vous séchez, et là aussi, conformément aux données du fabricant, il va falloir sécher pour évaporer les solvants. N'hésitez pas à sécher, doucement, mais longtemps. Et ensuite, vous photopolymérisez. Attention, ici j'attire votre attention, il faut que votre distance entre la lampe et globalement la cavité soit inférieure à 2 mm. Ne pas posséder une bonne lampe à photopolymériser est une erreur aussi. Ça aussi, ça en fait partie. Donc, qui a lu la notice de son adhésif? On aurait dû faire une question comme ça, Nico. Qu'est-ce qui a lu la notice de son adhésif? Je suis sûr qu'on serait surpris. Donc là, vous avez globalement les erreurs courantes et les préconisations. Donc, derrière, pour ceux qui utilisent les SAM2 ou les SAM1, comprenez, vous allez me dire, oui, mais sensibilité post-op, c'est mieux ce type d'adhésif. Pourquoi? Parce qu'on ne mordance pas, parce qu'on ne laisse pas une dentine humide, très subjective, qui pourrait faire échouer la couche hybride. Et surtout, sur les systèmes automordançants, on infiltre la boue dentinaire. Et on la laisse dans les tubuli. Et le fait de laisser un bouchon de dentine dans les tubuli réduirait considérablement les sensibilités post-op. Je l'ai mis au conditionnel. D'accord? Ceci dit, on a quand même des erreurs et des préconisations. L'application de l'adhésif, vous avez vu, j'ai mis 3 petits plus, frottez fort. Frottez fort, toujours la même chose, avec une microbrush. Séchez un petit peu plus que préconise le fabricant. Et derrière, même chose, vous photopolymérisez un petit peu plus. En revanche, faites attention, les systèmes automordançants, du fait de leur degré d'acidité, attaquent moins les prismes d'émail. Donc il va falloir faire un mordançage différentiel. Mordancez à l'acide orthophosphorique l'émail et uniquement que l'émail. Ne vous amusez pas à mélanger acide orthophosphorique et système automordançant sur de la dentine. Ça ne fonctionne pas, c'est une erreur. Faites attention si vous utilisez un composite dual ou chémo, il y a des incompatibilités. Et attention, effectivement, les systèmes automordançants ont tendance, parce qu'ils contiennent de l'eau, à se dégrader dans le temps par hydrolyse. Donc, ce n'est pas non plus la panacée, ces systèmes automordançants. Est-ce que tout le monde s'est reconnu dans ces adhésifs, oui ou non? Forcément, il y en a que non. Si?
Personne n'utilise les universels? Bon, les universels, c'est les nouveaux adhésifs qui sont maintenant apparus il y a quelques années. Les universels, on en rediscutera à la fin de la séance si vous voulez, mais si vous utilisez un universel, il peut s'utiliser en mordançage préalable ou en système automordançant. En fonction que vous l'utilisiez dans un cas ou l'autre, vous appliquez les mêmes préconisations que je viens de citer précédemment. C'est compris pour tout le monde, ça va? Alors parlons des échecs biologiques des restaurations directes. Alors juste peut-être une oui, question avant pour rester un petit peu sur cet aspect biologique du complexe pulpo-dentinaire. Avant d'appliquer potentiellement un système adhésif, est-ce que tu vois un intérêt à faire une désinfection ou décontamination, je ne sais pas comment on doit l'appeler, de cette plaie dentinaire, de cette cavité, avec un matériau ou un produit type hypochlorite, chlorhexidine ou autre? Est-ce que ça a un réel intérêt pour éviter d'avoir des sensibilités, puisque tu nous as parlé justement de l'intérêt des toxines bactériennes, des bactéries via ces tubuli dentinaires au niveau de ce complexe pulpo-dentinaire? Oui, c'est un intérêt. On peut dire que Nicolas est bien placé pour le savoir. Hein. L'hypochlorite, non. On laisse l'hypochlorite de côté. Pourquoi? Parce que l'hypochlorite a un effet de protéolyse et on sait que notre couche hybride va agir sur les fibres de collagène. Donc on ne rince pas à l'hypochlorite. On peut éventuellement réhydrater à l'aide de chlorhexidine, mais pas des chlorhexidines que vous trouvez comme les bains de bouche ou les choses comme ça. C'est de la chlorhexidine fait à cet effet. Alors je crois qu'il y a le Cleansept qui est comme ça. Ces solutions de chlorhexidine à 0,12%, je crois bien. Oui, ça a un intérêt. C'est pas fondamental, mais ça a un intérêt parce que ça permet à la couche hybride de moins se dégrader dans le temps. On pourra en reparler. C'est simple, hein, ça permet de désinfection, ça élimine les métalloprotéinases qui de temps en temps, enfin Nicolas a fait une thèse dessus, pourra vous en parler bien mieux que moi, dégradent la couche hybride. Donc non, l'hypochlorite, oui, la chlorhexidine, pas la chlorhexidine des bains de bouche, la chlorhexidine prévue à cet effet. Dans celle des bains de bouche, vous avez des excipients, des surfactants, des choses comme ça, qui au contraire, ce serait la catastrophe. Très clair. Juste, on va rester encore sur cette partie un peu biologique et des matériaux. Alors il y a beaucoup de questions parce que forcément on voit aujourd'hui apparaître des matériaux où on nous parle de composites ou d'adhésifs sans bisphénol A, sans de choses comme ça. Est-ce qu'à tes yeux le fait d'appliquer un système adhésif sur une cavité dentinaire pourrait avoir des effets toxiques sur cette pulpe? Bon, alors, on ne fait pas une procédure d'adhésion directement sur la pulpe, déjà. Donc jamais de coiffage pulpaire direct avec un système adhésif. Ça ne marche pas. Il n'y a qu'un composite, il n'y a qu'un système adhésif. Ça, il faut le laisser de côté. Vous avez une effraction pulpaire, vous avez une pulpite globalement réversible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une effraction, globalement, le gold standard, c'est Biodentine. On pourrait parler aussi du MTA. Non, je dirais qu'il n'y a pas de toxicité prouvée, même si ça relargue des monomères, ainsi de suite, dans les tubuli. Si vous suivez les données du fabricant, c'est-à-dire la méthodologie d'emploi de l'adhésif, vous pouvez appliquer votre adhésif, même à 0,5 mm de la pulpe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de toxicité. Enfin, une dernière question, toujours pour rester sur cette partie matériaux. Il y a différentes possibilités en termes de vérionomères. Il y a des vérionomères de type 1, il y a des vérionomères modifiés par adjonction de résine. Quel est ton choix? Qu'est-ce que tu préfères lorsque tu veux temporiser avec un vérionomère? Est-ce que c'est un vérionomère de type 1? Est-ce que c'est un vérionomère modifié? Est-ce que l'un peut avoir des avantages par rapport à l'autre ou finalement ça n'a pas vraiment d'incidence? Bon, aujourd'hui, vous avez globalement le match se fait entre les ciments vérionomères modifiés par adjonction de résine, le Fuji 2 par exemple, et vous avez les ciments vérionomères de haute viscosité qui pourraient résister à l'occlusion. Je dirais que ma préférence va vers les modifiés par adjonction de résine, on va dire photopolymérisables. J'utilise globalement le Fuji 2. Fuji 2, le C de chez GC. De chez GC. Voilà, pour parler clairement, il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas de lien avec eux, mais je l'ai dans mon tiroir, mais j'avoue que j'utilise vraiment de moins en moins. De moins en moins, je préfère utiliser un IRM en fond et ensuite l'enlever. Voilà. On va juste préciser peut-être pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser ce produit qu'avant de l'appliquer sur la cavité dentinaire, il va falloir conditionner la surface dentinaire avec un conditionneur, le Dentine Conditioner, qui est de l'acide polyacrylique qu'on va laisser agir à peu près 15 secondes sur la dentine, qu'on va rincer, sécher avant d'appliquer donc notre vérionomère. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions qui arrivent en tout cas sur la partie matériaux et protection du complexe pulpo-dentinaire.
J'espère que j'ai été clair. Donc vous avez vu le schéma, hein, on est toujours sur le diagnostic, temporisation, on est sûr de la santé pulpaire. On a cette plaie dentinaire maintenant, il faut qu'elle soit étanche. Elle est étanche grâce à notre adhésif. Derrière, on décide de faire une restauration directe. Cette restauration directe, globalement, quelle est la principale source d'échec de ces restaurations composites directes? Est-ce que ça vient de la contraction des résines composites lors de la polymérisation? Excuse-moi, j'ai oublié d'activer la... Vous pouvez pas. J'étais en train de regarder les... Voilà, excusez-moi, j'étais en train de regarder les questions que vous m'envoyez. Voilà, vous pouvez voter. Je crois qu'on va poser toutes les... Voilà, les votes arrivent encore. On va attendre encore quelques secondes. Voilà. Oui. Alors pour, bien effectivement, 60% de participants, eh bien les sources donc d'échec des restaurations composites en technique directe viennent de la contraction de nos résines composites. Pour, on va dire, 40% à peu près de la salle, eh bien certains pensent que ça vient pas de ça. Alors quel est ton avis? Est-ce que quand on fait une restauration directe, nos sensibilités peuvent venir de ces contractions des résines composites? J'ai un petit peu répondu à cette question en préambule dans l'introduction d'aujourd'hui. Les sensibilités post-op, on les a eues à partir du moment où c'est à partir du moment de la naissance de la dentisterie adhésive. Est-ce que vous avez beaucoup de sensibilité post-op sous vos amalgames, sous nos amalgames seulement? Non, on n'en a pas. Ça vient effectivement de la faculté de toutes les résines à base de bis-GMA, de nos composites, à se rétracter lors de leur prise. Globalement, quand vous réalisez ici, vous avez fait votre couche hybride, vous mettez votre composite photopolymérisable de restauration, vous photopolymérisez, vous avez forcément une contraction de notre matériau qui peut quoi? Il peut tout simplement engendrer ici des fissures, des microfêlures au niveau de l'émail. On les voit, c'est ces fameuses lignes blanches parfois qu'on a au niveau de nos prismes d'émail, c'est-à-dire que c'est l'émail qui a plié sous l'effet de la contraction. Vous imaginez bien, s'il y a un hiatus, il peut y avoir une percolation, des endotoxines bactériennes ou, attention, ou des tubulis mis à jour et engendrer à ce moment-là des sensibilités post-op. Mais tout simplement et plus fréquemment, si vous photopolymérisez, en plus aujourd'hui ils nous vendent des lampes à 3000 mW par centimètre carré, des lampes qui sont assez incroyables, vous avez un arrachement ici au niveau du plancher ou des parois, plusieurs types d'arrachements, soit c'est le composite qui se rétracte, la couche hybride, vous l'avez super bien réalisée, elle reste en place, mais vous avez quand même un hiatus, soit tout simplement la couche hybride et le composite sont arrachés, et vous avez votre plaie dentinaire qui est mise à nu, et c'est ce fameux patient qui vient vous voir: docteur, j'ai mal quand j'appuie sur la superbe restauration que vous m'avez fait. Globalement, ces contraintes de polymérisation, c'est vraiment le talon d'Achille de nos résines composites. Il dépend de trois facteurs: de la géométrie des cavités, du matériau, c'est-à-dire du matériau et du mode de prise de votre matériau composite, et de l'irradiation, c'est-à-dire de la photopolymérisation que vous allez lui appliquer. La géométrie de la cavité, c'est une donnée physique incontestable. Ce n'est pas les dentistes cliniciens qui l'ont établi, c'est des physiciens. Ça date quand même des années 80. Globalement, c'est le surface collée sur surface non collée. Au plus votre facteur C est élevé, au plus il y aura une contraction des composites. Ça veut dire que dans les cavités, on va dire de classe 1 ou 2, la contraction est maximum. Le matériau et mode de prise, je vous l'ai dit, toutes les résines composites se rétractent de l'ordre de 1, 5, jusqu'à 5. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt rare. On a une progression dans la chimie de nos composites. Entre 1,5 et 2% de contraction, c'est ce qui semble être la donnée. Mais ce qui est important, ce n'est pas le volume de contraction, c'est l'intensité de contraction. Si vous avez un composite qui se rétracte à 2% mais qui tire très fort, à ce moment-là, vous pouvez avoir des arrachements. Les composites qui se rétractent, on va dire, avec le moins d'intensité, 50% en moins, sont les composites chémopolymérisables ou duals. Donc le matériau de choix, ce serait un composite dual ou chémo, et je vais vous expliquer leur utilisation. Enfin, les modes d'irradiation lumineuse, faites attention. Aujourd'hui, effectivement, on a tous des lampes photopolymérisables puissantes, LED.
vous mettez en soft start si vous avez ce type de programme, c'est-à-dire un programme qui est relativement bas, de l'ordre de 600, pour monter progressivement pour que votre composite puisse s'organiser dans sa prise. Si vous n'avez pas ce mode-là, ben vous vous éloignez d'1 centimètre, vous mettez en marche votre lampe et vous vous approchez tout doucement de votre composite de manière à ce qu'il ait le temps de se figer sans entraîner de contraintes trop importantes au niveau des interfaces. Aujourd'hui, voilà le gold standard. Vous avez ici votre cavité. Vous mettez votre composite dual ou Kemo sur les 2 tiers. Vous attendez sa prise de 2 à 3 minutes. Il va prendre lentement. Et une fois qu'il a pris, si c'est uniquement Kemo polymérisable, vous construisez par-dessus. S'il est dual, vous attendez 3 minutes ou 4 minutes et vous photopolymérisez. Derrière, il ne vous reste plus qu'à monter, vos composites photopolymérisables parce que ça ne résiste pas à l'occlusion par petits incréments. Au moins vous mettez de matériaux, au moins il y aura de contraction. Voilà un exemple, notre cavité. Injection du composite dans les 2 tiers de la cavité. Ce n'est pas un flow, hein, c'est un Kemo ou un dual. On attend 2-3 minutes et derrière on vient mettre un incrément de composite pas plus de 2 mm et regardez, le fait de construire cuspide par cuspide, là notre facteur C on le réduit à sa plus simple mesure parce qu'on n'est plus dans une cavité de classe 1, on a une paroi, 2 parois. Ça permet tout le jeu du composite direct et de contourner le facteur C et les contractions des composites de facto. Donc là on monte, cuspide, vous flashez, vous construisez l'autre, vous photopolymérisez et vous arrivez en 2 ou 3 apports à reconstruire votre restauration en évitant ces phénomènes de contraction. C'est clair pour tout le monde? On continue parce que je crois que sinon on n'arrivera pas à finir. Hein. Les échecs dans l'indirect. Donc bien évidemment vous avez compris que si vous avez des cavités trop volumineuses, si vous mettez un trop masse de matériaux composite, vous allez avoir de la rétraction, des sensibilités post-op. C'est quand même une des indications favorites de l'indirect. Donc là, on est vraiment dans ce cadre-là, où on a 2 restaurations volumineuses à l'amalgame sur 46-47 et une plus récente avec une absence de point de contact sur la 45. On peut les voir ici, les infiltrations. Le challenge, là on a vraiment un challenge parce qu'on a une reprise de carie ici sous compo, 2 volumineuses, absence de point de contact, c'est débordant. Dans ces cas-là, on dépose mise en place du champ opératoire, ce qu'on vous disait au départ. Parfois, il faut stripper un petit peu pour le poser, mais on s'en sort. Éviction, effectivement, des anciennes restaurations des tissus carieux sous spray. Encore une fois, c'est une erreur classique. Il faut qu'il y ait un spray d'eau, généralement sur contre-angle rouge, pour éviter d'échauffer, de disséquer le complexe pulpodentinaire. Donc assurez-vous qu'il y ait des sprays qui arrivent pile ici sur votre instrument rotatif. On évalue à ce moment-là l'épaisseur des parois. Encore une fois, diagnostic différentiel avec des fêlures. Si vous mettez un composite là et que vous avez une fêlure de la paroi linguale, vous risquez d'avoir des sensibilités post-op. Globalement, aujourd'hui, j'aurais tendance à plus me poser de questions. Là, ça va descendre en dessous de 1,5 mm. Je vais généralement abattre et me mettre renforcer la dent avec une restauration indirecte. Voilà ce type de restauration. Vous voyez là, on obtient vraiment des restaurations relativement délabrantes, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et derrière, on va réaliser ce qu'on appelle une immédiate dentine selling, un scellement dentinaire immédiat. Ce scellement dentinaire immédiat, on va le faire à l'aide de quel matériau? Est-ce qu'on va le faire à l'aide d'un adhésif à mordançage préalable, MR3 ou MR2, d'un composite fluide de type flow, d'un ciment verionomère, alors vous connaissez les deux, ou d'un eugénate à partir de ce moment-là? Je vous laisse voter. Ah, ça hésite un petit peu plus, on dirait là. Celle-ci est un peu plus compliquée, oui. Sachant que, en fait... Ok, je vais arrêter les votes. On va voir les réponses. Alors, voilà. Donc là, c'est toujours la même chose. On a fait l'éviction des tissus carieux, on a enlevé les restaurations défectueuses. On a une plaie dentinaire. À partir de ce moment-là, on considère que si vous aviez une période d'assainissement à faire, vous l'avez fait. On peut faire à ce moment-là une IDS, et l'IDS, elle va s'effectuer effectivement à l'aide d'un adhésif MR3, MR2, qui peut être couplé effectivement avec un composite de type flow. On ne fait pas d'immédiate dentine selling ou de scellement dentinaire immédiat à l'aide de ciment verionomère ou de génate.
Le scellement dentinaire immédiat, c'est extrêmement important. C'est extrêmement, faites-le à chaque fois. On colle beaucoup plus facilement, on adhère beaucoup plus facilement sur une dentine fraîche. Ça veut dire qu'on a une création d'une couche hybride plus efficace. Ça va protéger immédiatement le complexe pulpo-dentinaire, c'est-à-dire que vous le faites sous champ opératoire tout de suite. Vous allez avoir de facto à ce moment-là une diminution des sensibilités post-opératoires. Vous allez pouvoir combler les contre-dépouilles, on est dans de l'indirect, éventuellement avec du composite fluide, du flow, n'importe lequel. Et à ce moment-là, on constate qu'on a aussi une augmentation de l'adhérence de nos restaurations indirectes sur l'IDS. Enfin, et ça m'arrive pas souvent, mais je l'ai mis, lors de la deuxième séance, pourquoi vous pouvez éventuellement vous passer d'une anesthésie. Personnellement, je la réalise quasiment systématiquement, mais ça c'est selon. Hein, c'est selon. Je vous montre les deux articles clés. Si vous pouvez prendre celui de Didier Lecci et de Roberto Spreafico, qui est juste magnifique, concept et procédures reposant sur des preuves pour la mise en place d'Inlay et d'Onlay, il est magnifique cet article. Tout ce qu'on va dire là, globalement, on le doit à ces grands monsieur de la dentisterie. Hein. Vous avez aussi Magne qui a beaucoup publié sur le sujet. Donc, on repasse toujours la même chose. J'ai enlevé les amalgames et les tissus carieux. Mordançage, 15 secondes là de l'émail. On compte 15 secondes. Ensuite, on rajoute sur la dentine 15 secondes. Ça nous fera 30 sur l'émail, 15 sur la dentine. Mise en place de l'adhésif. Alors, on va le citer parce que le gold standard pour l'IDS, c'est quand même l'Optimon d'Eiffel. C'est un adhésif extrêmement chargé qui obtiendrait les meilleurs résultats pour ce type de procédure. Donc, vous mettez le primer, c'est un MR3. Le primer que vous frottez, que vous allez sécher pour évacuer les solvants. Puis, vous mettez en place votre adhésif qui est extrêmement visqueux. Et le fait qu'il soit extrêmement visqueux, on va avoir une couche hybride très épaisse qui, normalement, serait beaucoup plus efficace que les couches hybrides, on va dire, plus fines. Donc, vous venez frotter, vous séchez légèrement et vous photopolymérisez. Photopolymérisez 20 secondes. Derrière, vous pouvez à ce moment-là utiliser un flot et vous tapissez toute la préparation. Le but, c'est plus une surface de dentine apparente. Toute la surface dentine doit être complètement obturée. Vous photopolymérisez. Et le but aussi, c'est lors de la photopolymérisation, d'avoir une photopolymérisation complète, c'est-à-dire d'éviter la couche superficielle qui ne prend pas, c'est la couche anaérobie. Pour ça, on peut se servir de gel de glycérine ou tout simplement de gel d'échographie que vous trouvez n'importe où, notamment sur Amazon. Vous le positionnez sur le composite que vous venez de mettre, vous photopolymérisez au travers et vous allez augmenter son degré de conversion. Et vous avez là terminé votre immédiate dentine sealing, vous avez complètement étanchéifié votre dent. Vous allez réaliser la même chose ici sur la 5, avec un petit bémol, voilà le mordançage. Vous remplissez ici aussi avec le composite, mais cette fois-ci, on a décidé de surélever un tout petit peu la marche pour nous faciliter l'empreinte et le collage de la restauration. On aime retrouver des limites améllaires. Pour retrouver des limites améllaires, on vient toujours sous digue repréparer ici, de fait d'avoir des limites ici améllaires. Et là, par contre, on laisse notre petite marche cervicale. Vous pouvez faire de l'ultra-finition. On aime beaucoup cet instrument qui est le Soniflex 2003L, là, avec ces inserts ultrasoniques qui vont nous permettre de finir proprement sans toucher le champ opératoire. Ceinture, bretelle, c'est avoir des limites améllaires. C'est ce qui permet de durer le plus dans le temps. C'est-à-dire que là, vous avez votre dentine obstruée, vous avez des limites améllaires à votre restauration, il ne peut plus rien vous arriver. À ce niveau-là, vous mettez n'importe quoi, c'est terminé. Vous polissez soigneusement pour éviter les interactions avec les matériaux à empreinte. Voilà, vous avez ici notre couche d'IDS. Vous réalisez, peu importe, à ce stade-là, que ce soit des inlays, des onlays, compo ou céramique, c'est pas le sujet. Vous déposez le provisoire. En provisoire, mettez du chewing-gum, peu m'importe. Pourquoi? Parce que tout est déjà fermé. La digue, bien évidemment, est indispensable. On en discutait tout à l'heure avec Nicolas, on est d'accord. Nous, à Marseille, on préfère mettre une digue dent par dent. Si vous voulez mettre une digue sur le secteur complet ou sur la bouche complète, le tout, c'est que ce soit efficace. Mais mettez le champ opératoire. Vous allez micro-sabler. Alors, moi, j'utilise ici la micro-etchia d'Envie, le Randoflex, là. Vous sablez avec de l'alumine à 27 microns à 2-3 bars. Vous allez complètement décaper la surface. Voilà, on voit bien une surface décapée et apte au collage.
Le mordançage, vous connaissez. 30 secondes l'émail, 15 secondes la dentine. Vous allez rincer, sécher. Mise en place ici d'un adhésif. Je n'utilise pas l'Optibond Eiffel que je vous ai montré tout à l'heure parce qu'il est beaucoup trop chargé et il empêcherait une insertion complète de la pièce. Donc on passe sur d'autres types d'adhésifs, mais peu importe. Le tout, c'est qu'il soit compatible avec une pâte de collage éventuelle. Mais c'est un autre discours. Donc, mise en place de l'adhésif, vous séchez pour évaporer les solvants, vous photopolymérisez. Tout est prêt là. Derrière, j'ai ici réalisé, enfin c'est le laboratoire Perto qui a réalisé un inlay en IMAX. Donc mordançage de 20 secondes à l'acide fluorédrique. Vous séchez, on voit bien l'aspect blanc crayeux. Mise en place du silane, 2 minutes, vous séchez, votre pièce est prête. Mise en place d'un composite de collage. Alors le composite de collage, utilisez celui que vous voulez, que ce soit du dual, un chémo ou un photo pur, que ce soit en photo pur, un composite de resto ou un composite chémo. Peu m'importe, là, j'ai utilisé ici un composite de restauration qui était réchauffé, que j'ai mis en place dans la cavité. Je mets en place l'inlay et à l'aide de ces inserts ultrasoniques qui vont vibrer, ça va augmenter la thixotropie du matériau et permettre l'insertion complète de l'inlay. À ce stade-là, j'enlève tous les excès avant photopolymérisation. On les enlève. C'est une étape qui doit être faite très, très soigneusement. On enlève les excès. On photopolymérise. Vous prenez le temps de la photopolymérisation. Il faut entre 30 et 45 secondes par face avec un de 1000 à 1200 milliwatts sur votre lampe. Et ici, vous avez vos restaurations terminées. Voilà, je suis un petit peu pressé sur la fin, mais toutes les restaurations en IMAX sont terminées. On voit que la parfaite adaptation ici. Et voilà, à la radio, même si on s'approche ici de la pulpe, on sait qu'en ayant suivi ce parcours énoncé, globalement, on évite au maximum l'apparition de sensibilité post-op sous ce type de restauration. Ne faites pas l'économie d'une très bonne lampe à photopolymériser, d'une micro-sableuse et de poser le champ opératoire. C'est vraiment des données essentielles dans la dentisterie adhésive d'aujourd'hui. Tout en sachant qu'effectivement, les échecs, j'en aurai encore. Le tout, c'est de les comprendre pour pouvoir s'améliorer juste après. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je suis pile dans les temps, mais même si sur la fin j'ai un peu accéléré, veuillez m'en excuser. Mais s'il y a des questions, je suis encore là. Écoute, on va déjà te remercier pour cet exposé très clair. Et oui, effectivement, il y a encore des questions, notamment quand tu réalises l'IDS. On a vu que cet IDS, donc tu réalises avec un adhésif chargé qui est de l'Optibond Eiffel, que tu aimes bien utiliser pour cette étape-là. Si moi dans mon cabinet j'ai pas de l'Optibond Eiffel, je peux quand même faire mon IDS avec un système automordançant ou une autre marque, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. D'accord. Vous pouvez utiliser, moi je vous ai donné le gold standard, utilisez n'importe quel adhésif, mais s'il n'est pas chargé, utilisez quand même du flow derrière, en petite quantité, pour parfaire complètement l'étanchéification de la dentine. Et justement, donc tu parles de cette petite couche de flow. Quelle est l'épaisseur à peu près qu'on peut donner aux participants? Quelle est la valeur que tu préconises lorsque tu recouvres donc ton adhésif de cette petite couche de flow? Les épaisseurs, si vous comblez des contrôles... C'est-à-dire que c'est 1 mm, plus de 2 mm. Alors, globalement, couler une dalle de 0,5 à 1 mm de flow sous vos restaurations indirectes, si vous coulez cette dalle-là, vous n'aurez plus de soucis. Voilà, globalement. Pour combler en petits apports, ne mettez pas un gros apport de composite flow d'un seul coup. Vous l'avez compris, il y a une contraction aussi. Donc, par petits apports, vous venez la positionner sur la surface. À l'aide d'une sonde, vous venez qu'elle mouille bien toute la surface dentinaire et vous photopolymérisez ensuite. N'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, vous photopolymérisez, vous mettez ensuite un gel de glycérine. Donc là, vous avez différents types, mais un gel déco, c'est très bien. Et vous photopolymérisez à travers encore. Sinon, vous allez avoir une couche de surface assez grasse qui est inhibée par la prise de l'air, c'est logique. Vous ne l'aurez plus, vous aurez un taux de conversion maximum quand c'est pris en l'absence d'oxygène. Allez, deux questions pour libérer la salle, pour pas qu'on prenne de retard. C'est des choses très pratiques que les participants veulent savoir. On a vu que quand tu insères ton onlay, eh bien, tu vas utiliser un insert ultrasonore pour la mise en place complète. Tu peux nous dire la marque, par exemple, de cet insert ultrasonore? Je m'en souviens plus. C'est le
Je l'ai mis là, parce que je le montre sur le Soniflex. Tu l'as toi en tête? Vous allez trouver ça chez EMS, enfin chez tous les Actéon, fabricants en fait, voilà, qui font des inserts ultrasonores. Vous pourrez retrouver ces petits embouts. Ouais. Une autre question. Mais sans eau, hein, vous avez remarqué, quand vous le mettez sur votre ultrason, il n'y a pas d'eau qui se dégage. En revanche, ça chauffe très très fort au bout. Donc quand vous l'insérez, ça vibre, votre pièce va vibrer, ça va augmenter la thixotropie, c'est-à-dire la fluidité du composite, et vous allez sentir que votre pièce se met parfaitement en place. Et à ce moment-là, vous enlevez, mais bon, c'est du collage d'Inlay, tout ça, vous enlevez tous les excès au maximum avec une sonde, un pinceau, ainsi de suite, et vous photopolymérisez après. Dernière question, là aussi, tu connais les participants, ils aiment bien avoir des marques. Oui, Quand on a fait les composites en technique directe, nous a montré que tu utilisais souvent un composite dual ou chémo en fond, dans ta première couche. Là aussi, peux-tu nous donner une marque que tu aimes bien manipuler? Alors, oui, là vous en avez plusieurs. Vous avez, moi j'aime bien utiliser le Luxacor Z, je crois que c'est de chez Pred. Vous avez le Bisfil 2B de chez Bisico. Vous avez le Multicore de chez Ivoclar Vivadent. Vous avez le Paracore, je crois aussi. Globalement, il faut qu'il soit dual, c'est-à-dire qu'on a deux cartouches qui vont mélanger un produit, et il faut laisser faire sa prise dual. Qu'est-ce qui fait le choix d'un composite dual ou chémo par rapport à un autre? C'est sa fluidité, sa viscosité. Moi, j'aime bien le Luxacor parce que j'ai l'impression qu'il se met bien en place, qu'il reste bien en place, parce que les patients tête à l'envers, ça obéit à la loi de la gravité et le matériau a tendance à partir un petit peu. Donc si vous le prenez très visqueux, il reste bien en place, mais vous risquez d'avoir des bulles. S'il est très fluide, ce composite dual, vous n'aurez pas de bulles, mais en revanche, il va vite se faire la malle. Or, je le répète, attendez 3 à 4 minutes avant de le photopolymériser, sinon il va se contracter. À vous un petit peu d'avoir votre sensibilité de clinicien sur le produit que vous aimez bien utiliser. Moi, j'utilise le Luxacor Z et le Multicore de chez Ivoclar. Voilà. Allez, une dernière question, si mon président scientifique me l'autorise. Au moment, je crois qu'on aura fait le tour de toutes les questions. On parle beaucoup pour les restaurations directes en composite des composites bulk fill. Est-ce qu'à tes yeux, les bulk fill peuvent avoir un intérêt pour réduire les sensibilités post-opératoires? Pour réduire les sensibilités post-opératoires, un intérêt, je dirais non si vous suivez le gold standard. Maintenant, moi, j'en utilise depuis maintenant quelques années. Respectez les 4 mm globalement d'épaisseur indiquée par le fabricant pour photopolymériser et avoir un taux de conversion optimal tout au fond de la cavité. C'est 4 mm, pas plus. Moi, j'en utilise depuis quelques années. Ça marche bien, j'ai pas eu de soucis. Et même dans le temps, j'ai trouvé qu'il se comportait pas trop mal. C'est pas ce que je préfère. C'est translucide, c'est pas très joli, mais ça fonctionne. Pour réduire, non, mais ça n'en provoque pas plus. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, vous le savez, Merci si jamais beaucoup, il reste des questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, elles vous seront transmises via l'ADF, mais malheureusement, on est obligé de rendre la salle. En tout cas, merci pour votre attention et on vous souhaite une très bonne fin de congrès.